Madame, Monsieur, bonjour. Les présidents de départements voient rouge. Il y a 3 semaines, lors de l'Assemblée des départements de France, certains ont exprimé leur total désaccord avec la politique du gouvernement. C'est le cas de Jean-Luc Glaise, le président socialiste du conseil départemental de Gironde. Jean-Luc Glaise est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Jean-Luc Glaise, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je viens de le dire, il y a 3 semaines, lors du congrès des départements de France, vous avez fait partie des présidents frondeurs. Vous avez quitté la salle lors de l'intervention de la ministre de la Cohésion des Territoires. Pourquoi ce coup de colère ? D'abord parce que nous attendions des annonces un peu fortes sur la décentralisation et sur les moyens alloués au département. En fait, nous avons été très déçus. L'État aujourd'hui doit à peu près 9 milliards d'euros au département au titre de la solidarité nationale, c'est-à-dire le RSA, l'aide personnalisée à l'autonomie ou la prestation de compensation du handicap. On nous a généreusement parlé de 250 millions d'euros, ce qui est insuffisant. Et puis surtout, nous n'aurons plus désormais, à partir de 2021, la taxe sur le foncier bâti, c'est-à-dire que nous n'avons plus aucune autonomie fiscale dans nos départements. Nous n'avons plus le moyen d'avoir des recettes supplémentaires, si nous en avions besoin, pour assumer nos compétences. Cette réforme de la fiscalité locale, j'ai envie de vous dire, elle vous est tombée dessus comme ça. Il n'y a eu absolument aucune marge de négociation avec l'État ? Nous avions tenté de négocier via l'Assemblée des départements de France depuis plusieurs mois. Et en réalité, l'État est resté sur ses positions. C'est ce qui a entraîné notre colère et qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les Girondines et les Girondins qui vont subir les impacts directement de ces absences de recettes et de ce manque de moyens. Alors justement, parce que le dossier est un petit peu technique, mais pour bien comprendre, donc ces recettes qui ne vont plus tomber dans les caisses du département, cette absence de recettes va avoir quelles conséquences ? Alors très clairement, que vous l'avez chiffré, que ça prend une forme concrète sur le terrain. Tout à fait. Très clairement, dès cette année, l'État récupère sur nos recettes à peu près 13 millions d'euros. Pour faire très simple, c'est un demi-collège à construire que nous n'allons pas pouvoir réaliser si nous n'avons pas ces moyens-là. Ce sont 3000 personnes âgées, nos aînés, nos seniors, à qui nous ne pourrons pas payer l'aide personnalisée à l'autonomie. Ce sont 250 places que nous ne pourrons pas créer dans des établissements pour personnes handicapées. Ce sont 250 pompiers que nous ne pourrons pas recruter au SDIS de la Gironde. Et puis, c'est peut-être la fibre optique que nous ne pourrons pas, dans ce cas, amener partout. Donc, c'est une conséquence directe pour les Girondines et les Girondins. C'est à eux qu'on prend cet argent. On voit les conséquences, vous venez de les expliquer. Ça veut dire que lorsque les présidents de départements en France dénoncent cette situation, tirent la sonnette d'alarme, ils ne sont pas entendus, ces présidents. Vous n'êtes pas entendus, vous ne pesez plus dans le débat ? C'est véritablement le sentiment que nous avons eu, c'est-à-dire un État qui est sourd à nos revendications, à nos attentes, à nos préoccupations, et qui n'écoute pas ce qui se passe sur le terrain, alors que nous avons, nous, cette proximité qui nous amène à savoir que des gens sont en difficulté, sont en souffrance. Il y a des questions de mobilité, il y a des questions d'accès au numérique, il y a des questions d'emploi et de développement économique sur les territoires. Eh bien ça, nous le voyons au quotidien, nous essayons de le faire remonter. Visiblement, l'État ne l'entend pas. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction avec justement le mouvement des Gilets jaunes qui a eu lieu, qui a débuté il y a 1 an, et le grand débat? Les citoyens à ce moment-là ont exprimé des besoins notamment de proximité. Vous avez l'impression, le président avait annoncé qu'il entendait cette demande. Que s'est-il passé 1 an après ? Il y a des déclarations d'intention, mais effectivement, les faits ne sont pas là. Si l'on regarde aujourd'hui, par exemple, la réforme des finances publiques avec des fermetures de trésorerie, eh bien, ce ne sont pas des signes positifs qui sont envoyés vers les citoyens. Et puis, la question des mobilités reste pleine et entière sur le territoire. La question du développement économique, tous ces sujets-là ne sont pas aujourd'hui pris en main. Alors, certains relèvent des collectivités, mais d'autres relèvent aussi de l'État. Et si l'État ne nous laisse pas les moyens, nous ne pourrons pas continuer à avancer. Quel est votre sentiment, justement, par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que vous craignez que l'absence d'écoute entraîne éventuellement un retour sur le terrain ou d'autres mobilisations ? Alors, ce que l'on voit bien, c'est que les mobilisations perdurent dans le temps. Elles ont pris une autre forme. Vous avez les personnels de santé, vous avez les pompiers, vous avez aujourd'hui les aides à domicile, par exemple, les auxiliaires de vie qui ont des revenus qui sont très insuffisants. Vous avez des agriculteurs qui n'arrivent pas à tirer non plus un revenu décent de leur activité. Donc, on voit bien que ces mouvements perdurent d'une autre manière. Une grande manifestation est prévue le 5 décembre prochain. Donc, on sent bien que les réponses n'ont pas été apportées, que les solutions ne sont pas là et que donc les revendications restent pleines et entières. Vous faites un constat, un bilan, on vient de mettre les problèmes sur la table. Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas les moyens à l'heure actuelle de les régler, ces problèmes. Est-ce que c'était d'abord une frustration et de quelle manière vous pouvez donc apporter votre contribution et apporter votre aide ?
Alors nous apportons déjà notre contribution depuis un certain nombre d'années pour essayer justement de corriger le déséquilibre dans un département comme la Gironde qui est très contrasté entre la métropole très dense et très urbaine et des secteurs extrêmement ruraux. Lorsque par exemple nous mettons en place des voies dédiées ou des aires de covoiturage ou que nous réalisons des déviations comme celle du Taillan-Médoc ou de Fargue-Saint-Hilaire, nous améliorons les mobilités vers la métropole pour améliorer les flux pendulaires. Lorsque nous déployons nos services sur le terrain, les services départementaux, eh bien nous les approchons des personnes en plus grande proximité. Donc c'est essayer d'apporter les moyens de réponse. Lorsque nous signons des contrats de ville d'équilibre avec des villes comme La Réole, Libourne ou l'Espar, eh bien là nous amenons des moyens pour, par exemple, réaliser une piscine, par exemple réaliser une médiathèque, faire en sorte que ces services-là soient aussi à disposition des secteurs ruraux. Nous le faisons déjà, mais il faut nous laisser les moyens d'aller plus loin encore et de faire encore plus. Le département de la Gironde est le plus grand département de France. On a évoqué, il y a quelque temps, la possibilité de supprimer les départements, voire de faire des fusions avec les métropoles. Ce n'est plus d'actualité. Les départements sont sauvés. C'est votre sentiment aujourd'hui ? Alors je pense que nous avons passé une étape, nous avions eu un mouvement qui s'appelait Défendons nos territoires, qui d'ailleurs a été quelque part précurseur des Gilets jaunes à peu près un mois avant, en expliquant que cette fracture territoriale était un vrai problème en France. Aujourd'hui, la métropolisation n'est plus d'actualité. Je reste quand même très prudent, je ne sais pas ce que seront les années qui viennent et donc je préfère dire que ce sujet-là nous laisse pleinement vigilants et que nous faisons très attention à ce que justement cette idée-là ne ressurgisse pas. Emmanuel Macron a évoqué cette notion de décentralisation toujours pendant ce grand débat. Est-ce que vous considérez que les choses ont stagné, que ça n'avance pas, que les intentions ne prennent pas forme sur le terrain ? Que faudrait-il faire pour quelles seraient les priorités en termes de décentralisation ? Alors je pense que c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une forme de recentralisation vers l'État d'un certain nombre d'actions que nous pourrions mener sur le terrain et ça me paraît être un choix complètement contraire à ce qui est réclamé par les Gilets jaunes. Nous ce que nous demandons c'est la capacité à avoir les moyens nécessaires à pouvoir avoir une action publique de proximité parce que nous sommes quotidiennement sur le terrain, que nous pouvons écouter les besoins de nos administrés, de nos concitoyens et essayer d'y répondre au mieux. Donc j'évoquais tout à l'heure un certain nombre d'équipements qui peuvent être mis en œuvre. Nous avons des collèges à construire, nous recevons 1700 collégiens de plus par an. Nous avons également un certain nombre d'aides à apporter à des personnes âgées, des personnes handicapées. Nous avons des routes à entretenir. Ce sont ces moyens-là qu'il faut continuer à développer pour le bien-être des Girondines et des Girondins. Vous avez commencé à aborder le chapitre des dépenses sociales. En effet, les départements financent des dépenses comme les allocations individuelles de solidarité, le RSA, les allocations personnalisées d'autonomie, par exemple. Et là encore, l'État semble défaillant dans les compensations ? Largement. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 9 milliards d'euros que l'État doit à l'ensemble des départements de France pour compenser ce qui relève de la solidarité nationale. Le RSA, une aide personnalisée à l'autonomie, une prestation de compensation de handicap, c'est un droit. Lorsque le dossier répond à ce droit-là, eh bien nous devons le verser. C'est donc quelque chose que nous faisons aussi bien ici en Gironde que dans n'importe quel département de France. C'est donc la solidarité nationale. Il faudrait que l'État complète le reste à charge pour les départements qui est extrêmement important. Et donc ces charges-là, pour l'instant, c'est nous qui les assumons. Il faut bien comprendre, parce qu'évidemment, à un moment donné, on arrive au bout. La caisse n'est pas extensible, il y a une limite. On a l'impression qu'en donnant des chiffres comme ça, on trouve toujours une solution. Que va-t-il se passer ? C'est une sorte d'asphyxie ? À un moment donné, il ne pourrait plus indemniser les personnes qui ont droit à ces aides ? Alors je dis moi que c'est une mort lente par asphyxie financière des départements. Progressivement, nous sommes de plus en plus contraints dans nos dépenses comme dans nos recettes. Donc demain, ces droits-là, il faudra les verser, mais ça veut dire que ce sera au détriment d'autre chose. Est-ce que nous ne construirons pas les 12 collèges qui sont nécessaires d'ici 2024 pour tous les collégiens de Gironde ? Est-ce que nous serons obligés de limiter l'entretien de nos routes départementales alors que ce sont des sujets que nous avons envie de porter ? Donc plus on nous limite dans les moyens, plus le droit devra être versé, mais moins nous ferons autre chose à côté. Au quotidien, vous êtes aujourd'hui un président qui gère l'urgence en fonction justement de ces contraintes-là ? Nous gérons de plus en plus l'urgence, nous essayons quand même de préparer demain aussi, mais malgré tout, l'absence de moyens aujourd'hui, en tout cas la contraction des moyens, on a quand même un budget qui est conséquent, 1,8 milliard d'euros, c'est quand même un budget conséquent, mais malgré tout, il faudrait encore continuer à aller plus loin, puisque nous recevons 20 000 habitants de plus par an, et que ce sont chaque fois des besoins supplémentaires pour des populations nouvelles. Il y a quelques mois, vous aviez fait une proposition, le but étant d'expérimenter ce que vous aviez appelé le revenu de base, qui d'ailleurs a été porté par 18 départements en France. Le gouvernement a préféré sa propre concertation sur un autre projet qui a été intitulé le revenu universel
d'activité. Quelles étaient ou quelles sont les différences entre les deux propositions ? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce revenu universel d'activité n'est en fait pas du tout universel, puisqu'il ne sera pas versé à tout le monde. Et il y est par contre lié à l'activité, puisque l'idée, c'est effectivement de pouvoir trouver ensuite un emploi, ce qui paraît tout à fait respectable. Mais pour autant, la différence entre les deux est d'abord quelles allocations sont fusionnées dans ce revenu. Pour nous, nous étions sur le RSA et la prime d'activité, éventuellement les allocations logement, mais nous n'étions pas sûrs que ce soit une bonne idée. Le gouvernement parle de fusionner RSA, prime d'activité, allocation logement et même l'allocation adulte handicapé. Donc là, il y a une vraie question sur des personnes qui ont besoin d'un accès à un logement ou doivent être indemnisées, aidées pour leur situation de handicap. Comment pourra-t-on exiger que du jour au lendemain, elles puissent trouver un emploi et qu'on puisse leur supprimer éventuellement leur activité si elles n'ont pas l'emploi correspondant ? Puis le deuxième point, nous avions souhaité intégrer les jeunes. Apparemment, l'État a l'ambition aussi d'intégrer les 18-24 ans. La grande différence, par contre, c'était l'automaticité. Pour nous, nous pensions qu'il fallait que ce soit automatique et inconditionnel. L'État n'en veut pas et souhaite, lui, au contraire, conditionner le versement de ce revenu universel d'activité. Ce qui veut dire que le revenu de base est définitivement enterré. En tous les cas, la proposition que vous avez pu faire, vous considérez que vous n'aurez plus la possibilité de le tester ? Nous reviendrons à la charge via la concertation sur le revenu universel d'activité en défendant notre vision du revenu de base, mais nous verrons ensuite si le gouvernement nous permet de le tester, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Alors, autre thème d'actualité, cette semaine, Bordeaux et certaines communes de la métropole accueillent depuis plusieurs mois maintenant, on le sait, des familles de migrants, des familles qui vivent souvent dans des campements de fortune. La situation devient très très difficile avant l'hiver. Ce n'est certes pas de votre compétence, mais quel est votre regard sur la situation ? Alors d'abord, nous, la compétence ne porte que sur les mineurs qui sont seuls et qui sont non accompagnés et non pas sur les familles, effectivement. Malgré tout, évidemment, pour nous, c'est un souci de voir sur cette métropole des personnes qui se trouvent dans des squats qui sont extrêmement malsains, qui, sur le plan sanitaire, ne sont pas du tout adaptés, qui sont des facteurs de risque. Donc je pense qu'il faut impérativement trouver des solutions d'hébergement à ces personnes lorsqu'elles sont là. Que l'État, que la préfecture fasse le choix de les évacuer des squats, on peut l'entendre parce que l'état des squats est souvent assez déplorable, mais pour autant il faut ensuite garantir les solutions d'hébergement en face et c'est là que la difficulté se pose. Je crois que la préfète a essayé d'ouvrir un certain nombre de possibilités d'hébergement dès cet automne, mais il faut impérativement que pour chaque personne il y ait une solution d'hébergement. Et quand vous dites il faut, là en l'occurrence, qui doit régler ce problème ? Ça c'est une compétence de l'État lorsqu'il ne s'agit pas de mineurs. S'il s'agit de mineurs, il nous revient à nous de les prendre en charge, mais lorsqu'il s'agit de majeurs ou de familles, il revient à l'État de les prendre en charge et de les héberger. Accompagné par une municipalité comme Bordeaux, par exemple ? Par exemple, accompagné par Bordeaux Métropole. Et nous, après, nos services sociaux interviennent bien évidemment en complément sur la promotion de la santé, sur l'accompagnement social, etc. À ce sujet, concernant les migrants, le gouvernement, donc Édouard Philippe, a annoncé cette semaine la mise en place de quotas quantitatifs sur l'immigration, migration économique en fait. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Écoutez, moi, cette question de quotas, moi, je n'ai pas tous les éléments sur l'immigration aujourd'hui qui se produit dans notre pays. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un afflux absolument inconcevable à l'heure actuelle. Malgré tout, il faut regarder effectivement quelles sont les personnes qui ont besoin d'être accueillies dans notre pays. Nous sommes par tradition un pays d'accueil. Il faut regarder comment pouvoir les accueillir au mieux. Il faut garantir les conditions d'hébergement. Donc j'imagine qu'en parallèle de ce qui est proposé par le Premier ministre, il y a la question des capacités à accueillir correctement. Effectivement, il faut que nous garantissions ces capacités impérativement. Un mot de politique à ce stade. On parlait d'Édouard Philippe, du gouvernement. Quel regard portez-vous justement sur l'action du gouvernement aujourd'hui ? De façon globale, je trouve qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention. Il n'y a pas toujours des actions concrètes qui sont produites derrière. J'ai en exemple le plan pauvreté qui a été présenté il y a un petit peu plus d'un an par le président de la République au Musée de l'Homme, et j'avais eu l'occasion d'y aller, de m'y rendre. Le président avait affirmé, par exemple, de façon très, très péremptoire qu'il ne fallait plus que des jeunes sous protection qui arrivent à l'âge de 18 ans, à l'âge de la majorité, se retrouvent du jour au lendemain sans protection et sans suivi. Et donc, il demandait à ce qu'on puisse les suivre jusqu'à 21 ans. Il se trouve que nous le faisons dans ce département, mais par contre, il n'y a aucune mesure d'accompagnement aujourd'hui proposée par l'État et par le gouvernement pour nous aider à financer ces mesures. Donc, il y a une déclaration d'intention, mais je ne vois pas souvent des actions concrètes qui permettent d'opérer sur le terrain. Alors, vous êtes le président du conseil départemental de Gironde, ça nous l'avons dit, mais vous êtes également le président du SDIS de Gironde. Vous suivez de très près le conflit et le mouvement de crise que rencontrent les sapeurs-pompiers, notamment dans ce département. Comprenez-vous tout d'abord les revendications des pompiers aujourd'hui ?
Alors je les comprends pleinement, parce que je ne fais pas simplement que suivre la situation de crise, je suis aussi le fonctionnement du SDIS de façon générale. Je le comprends pleinement parce que les pompiers interviennent sur plein de missions qui ne relèvent pas de leurs compétences. Je pense notamment à ce qu'on appelle les carences ambulancières, c'est-à-dire des transports de personnes qui ne sont pas vraiment en situation d'urgence, faute de transport par des ambulances privées. Je vois le temps d'attente au service d'urgence et donc la difficulté qu'ils rencontrent pour pouvoir travailler par ailleurs. Et puis la sollicitation opérationnelle qui est énorme, notamment dans ce département, mais de façon globale en France. Donc je comprends pleinement leurs revendications. Il faut une vraie reconnaissance de ce métier. Et nous avons travaillé, nous, à les doter de moyens supplémentaires pour qu'ils puissent mieux exercer leur mission. On va évoquer ces moyens supplémentaires, mais à ce stade, est-ce que leur activité, leur rythme au quotidien est devenu insupportable ? Vous l'entendez ? C'est la sollicitation opérationnelle qui est devenue insupportable. Elle est pléthorique, elle augmente. Nous avons encore une fois 20 000 habitants de plus par an, donc de plus en plus d'interventions. Et donc on voit des casernes qui sont amenées aujourd'hui à effectuer tellement de sorties que les effectifs ne sont plus suffisants. Il faut donc, lorsqu'on est sur la métropole, aller chercher des effectifs en première périphérie, voire même dans les secteurs ruraux, pour essayer de renforcer. Et donc à chaque fois, ce sont des pompiers qui manquent ici ou là et qui ne permettent pas de répondre à la sollicitation opérationnelle. Des décisions ont été prises, notamment des décisions de recrutement récemment, et en nombre en fait, 120 pompiers vont être recrutés en Gironde ou sont en cours de recrutement. Alors en fait, après 2 ans de négociations avec les communautés de communes, les communautés d'agglomération et Bordeaux Métropole, je suis enfin arrivé à obtenir un financement partagé de l'ensemble de ces collectivités. Et donc désormais, nous avons commencé, puisque c'est parti, à recruter les 120 pompiers qui seront opérationnels d'ici la fin du premier trimestre 2020. Et nous achetons également des matériels qui sont parfois très coûteux. Je pense à un bras élévateur articulé qui permet aujourd'hui d'accéder aux immeubles les plus hauts de la métropole. 1 million d'euros le camion en bras articulé. Donc vous voyez que ce sont des investissements à la fois importants en équipement et des financements sur des ressources humaines. Donc nous essayons, nous, d'être à la hauteur, mais il faut aussi que le gouvernement, là encore, accorde les moyens nécessaires pour répondre à cette sollicitation opérationnelle. Ces réponses ne régleront pas entièrement les conflits qui existent actuellement avec les sapeurs-pompiers. Non, de ce que je comprends et de ce que me disent les sapeurs-pompiers, ce ne sera pas suffisant. Je crois qu'ils ont été très déçus de ne pas avoir été reçus jusqu'à présent par le Premier ministre. Il est question qu'ils soient reçus par le ministre de l'Intérieur, je crois, prochainement. Mais en tout cas, les pompiers restent très mobilisés sur leur action parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, même les mesures locales que nous prenons ne seront pas suffisantes et qu'il faut qu'au niveau national, il y ait de vraies décisions qui soient prises sur leur métier. Les pompiers qui sont beaucoup intervenus le week-end dernier, lors du coup de vent, cette tempête Amélie notamment qui a touché l'Aquitaine et la Gironde. On parle de ces coups de vent successifs, on voit une évolution du climat et des conséquences, notamment alors, des arbres qui tombent, des lignes électriques qui tombent. Quelles mesures prendre pour essayer d'anticiper, non pas les coups de vent, mais les conséquences des coups de vent ? Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a l'intervention immédiate au moment du coup de vent ou juste après le coup de vent. Donc là, généralement, les pompiers savent ce qu'ils ont à faire et sont présents sur le terrain. Les agents départementaux le sont également sur les routes départementales et nous avons eu bon nombre d'interventions, 536 au niveau des pompiers, une 130 à peu près au niveau des personnels départementaux. Après, il y a la question de l'électricité. Un certain nombre de câbles ont été enterrés depuis les précédentes tempêtes de 99 et 2009, mais il reste encore des secteurs avec de l'aérien. Et là, évidemment, c'est un problème financier ? Oui, je suppose, mais là, il revient à EDF de s'exprimer là-dessus, enfin ERDF de s'exprimer là-dessus. Mais moi, je crois qu'il faut impérativement que l'enterrement des câbles soit prévu parce que c'est véritablement une solution. Et on a vu que entre Amélie et les tempêtes qui ont eu lieu il y a 20 ans, eh bien, il y a une amélioration quand même globalement du rétablissement électrique, mais il reste encore des secteurs qui ont beaucoup souffert cette fois-ci. Alors, on vient de parler des tempêtes, on parle également de plus en plus des conséquences de l'érosion. On voit le littoral qui existe en Gironde. Est-ce que l'érosion vous inquiète ? Est-ce qu'il faut envisager aujourd'hui des déplacements de population sur le département de la Gironde ? Alors, l'érosion nous inquiète parce qu'elle est effectivement avérée. Nous avons, nous, un immeuble, j'allais dire, le signal, phare, si je puis dire, qui est le signal, et qui, lui, symbolise effectivement cette érosion. Donc, nous avons, nous, des actions, par exemple, avec l'ONF, qui nous permettent de garantir que les dunes puissent contenir l'arrivée maritime et faire en sorte, au contraire, que cette érosion du trait de côte se produise le moins possible. Pour autant, de toute façon, j'ai vu récemment une carte sur l'évolution du niveau de la mer d'ici 30 à 40 ans. Les scientifiques américains qui ont fait une carte, en effet, avec des projections très inquiétantes. Très inquiétantes, puisque le bassin d'Arcachon, une grande partie du Médoc, une partie également de la Haute-Gironde serait fortement impactée, ainsi
ainsi d'ailleurs que la métropole bordelaise et une partie des bords de Garonne. Donc ce sont des sujets très très préoccupants. J'ai encore lu aujourd'hui une annonce de certains scientifiques qui reconnaissent qu'ils ont sous-estimé la fonte des glaciers. Donc je pense que nous aurons à faire face à ce phénomène. Il faut donc anticiper au maximum, déplacement de population peut-être, en tout cas commencer à évaluer quelles peuvent être les conséquences à terme et commencer à prendre les mesures rapidement. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut envisager de faire passer ce message auprès des populations, ce qui serait un peu nouveau, c'est-à-dire dire oui, concrètement, il va peut-être falloir envisager de déplacer les habitations, reculer le trait de côte et envisager donc des déplacements le long du littoral? Alors moi, je pense que c'est un message beaucoup plus général et nous sommes en train, au niveau du département, d'orienter nos politiques publiques autour d'un terme qui est un peu technocratique, qui s'appelle la résilience, c'est-à-dire comment nous adapter aux changements climatiques qui s'annoncent pour nous demain. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui sensibiliser nos concitoyens, un certain nombre le sont déjà, mais encore plus au fait que cette réalité climatique s'impose à nous et que donc nous aurons des mesures parfois assez draconiennes à prendre à terme et donc commencer à faire prendre conscience qu'effectivement, la solution ne seront pas des petits pansements successifs, mais bien des solutions de fond qu'il faudra mettre en œuvre. On a parlé tempête, érosion, changement de climat. Tout cela peut avoir un impact sur une activité très forte dans le département, la viticulture. Est-ce que ça vous inquiète concernant justement le monde économique, le monde de la viticulture en Gironde? Oui, parce que j'ai l'occasion là, depuis quelques semaines d'aller rencontrer les vignerons sur le terrain pour échanger avec eux sur leur activité professionnelle, sur leurs pratiques aussi. Et ils évoquent tous la réalité du changement climatique qu'ils mesurent dans leurs propres exploitations. Et donc ils commencent à s'interroger effectivement sur l'évolution de la viticulture dans ce département, sur la manière dont elle pourrait s'adapter à ces changements climatiques. Et il y a aujourd'hui des tests sur des cépages résistants qui sont réalisés, qui sont des cépages qui sont plus résistants à l'élévation des températures que les cépages traditionnels. Après, il faut voir ce que ça donne en matière de vin à terme, en termes de production. Mais en tout cas, ces questions-là sont prégnantes chez les viticulteurs et ils les restituent véritablement. On voit aussi que l'image du vin de Bordeaux est en crise ou souffre en tous les cas d'une concurrence très forte. Le Bordeaux, ce n'est plus la référence mondiale aujourd'hui ? Alors je crois qu'il y a surtout une différence de culture au niveau international qui est notamment nord-américaine, mais pas seulement, qui préfère privilégier plutôt des vins de cépage que des assemblages, qui est quand même historiquement ce que nous produisons ici dans ce département. Donc c'est vrai que Bordeaux, pendant très longtemps, par sa seule notoriété, a suffi à la commercialisation des vignes. Désormais, on sent bien que ça n'est pas suffisant et qu'il faut donc trouver d'autres moyens, peut-être adapter la production, et certains le font déjà, aux nouveaux goûts des consommateurs d'aujourd'hui, qui sont des goûts souvent différents de ce qu'on a pu connaître par le passé. Je pense qu'il y a une vraie révolution culturelle. La profession doit se remettre en question. Oui, je crois impérativement. Je pense qu'elle en a conscience et qu'un certain nombre de mesures parfois sont prises, notamment individuellement par certains viticulteurs, mais je crois qu'il faut aller plus loin et que ce soit une prise de conscience globale de la profession. Autre thème, en quelques minutes, le temps passe vite dans cette émission, mais le département de la Gironde n'a pas de parc éolien, il n'y a pas d'éolienne en Gironde, pourquoi? Il y a du vent comme ailleurs? Il y a du vent, mais il y a très très peu de secteurs qui en réalité peuvent être intéressants pour l'implantation d'éoliennes. Nous avions fait cette étude il y a quelques années déjà au département, lorsque nous avions en charge les énergies renouvelables, et la réponse était essentiellement le couloir de l'estuaire, qui était, à part le littoral, mais qui pose la question aussi de l'attractivité touristique, donc il y avait cette partie estuaire. Après, moi je crois qu'il faut envisager la question des énergies renouvelables de façon beaucoup plus globale. Il y a l'éolien certes, mais il y a le photovoltaïque, il y a l'hydrolien, il y a certainement d'autres solutions qui existent. Nos départements, par exemple, tous nos collèges aujourd'hui, voire même tous nos bâtiments départementaux aujourd'hui, ont 100% d'énergie verte. Donc je pense qu'il y a des possibilités pour produire cette énergie sans forcément impacter de façon importante les secteurs concernés. Et on peut notamment, sur des parkings, sur des bâtiments, imaginer effectivement beaucoup d'implantations de panneaux photovoltaïques qui ne génèrent pas d'utilisation foncière. Si je comprends bien, vous n'êtes pas forcément favorable donc, à un développement des éoliennes dans ce département. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de mettre en place. C'est pas forcément, d'abord, c'est pas moi qui en aurais envie, ce sont des projets qui sont portés par ailleurs, mais je pense que ce n'est pas le département le plus adapté pour cela. En revanche, il faut bien se poser la question de la manière dont nous diversifions nos sources énergétiques, et c'est plutôt cette réflexion d'ensemble qu'il faut que nous ayons entre collectivités avec les opérateurs. Un mot, on a parlé transport dans cette émission, covoiturage. Un mot sur un projet qui a été récurrent, qui est le grand contournement. Est-ce que c'est un projet qui a du sens aujourd'hui et si oui, à quelle échéance ? Alors, moi je pense que ça fait partie des projets, des grands projets qui de toute façon mettront des années, voire des dizaines d'années avant de voir le jour, si tant est qu'ils voient le jour. Et puis le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, la question se pose de plus en plus de l'artificialisation des sols, y compris au niveau du gouvernement qui dit aujourd'hui il faudrait plus artificialiser de sols dans ce pays. Ça veut dire que si on fait une construction, il faudrait
rendre à la nature autre chose qui a déjà été construit. Donc vous imaginez un grand contournement, le nombre de kilomètres et la largeur, ce que ça peut représenter comme artificialisation. Je pense qu'aujourd'hui, les règles et les normes vont rendre de plus en plus compliqué ce genre d'infrastructure. Il nous reste 1 minute dans cette émission. Un hommage, pour terminer, un hommage à Philippe Madrelle, le président du Conseil général de Gironde pendant 36 ans. Vous lui avez succédé il y a 4 ans et demi. Si vous deviez retenir un mot ou donner un mot pour le qualifier. Moi, je dis simplement qu'il était la Gironde. C'est quelqu'un qui a tellement arpenté ce département, qui l'a tellement porté, qui l'a tellement défendu, qui a toujours voulu corriger ces déséquilibres justement entre l'urbain et le rural. Il a toujours été très porteur aussi des secteurs ruraux. Il connaissait tous les maires. Voilà, je crois que c'est un exemple d'une politique de proximité comme il en est attendu aujourd'hui. Et donc, j'essaie d'assumer au mieux cet héritage. En tout cas, ces valeurs qu'il portait sont aussi les miennes et je les porte sur le terrain désormais. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Certainement énormément de choses, mais ces choses qui vous reviennent chaque jour, si vous pensez à lui sur certains dossiers, qu'est-ce qu'il vous a appris ? Je crois que c'est vraiment cette cordialité humaine, cette capacité humaine de proximité, cette capacité à aller rencontrer tout le monde, discuter avec tout le monde. Je crois beaucoup, moi, à l'incarnation, dans une fonction politique, de cette proximité, de la capacité à être près des gens. C'est Montesquieu qui disait, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des gens, il faut être à côté d'eux. Eh bien, je crois que c'est ce qu'incarnait Philippe Madrelle et ce que je souhaite incarner aujourd'hui. Merci Jean-Luc Glaise, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.